Bienvenue, chers téléspectateurs, sur le plateau de L'Autre Vérité, votre émission. Ce rendez-vous incontournable pour lequel vous nous avez déjà témoigné à la fois votre fidélité et votre confiance, se propose d'aborder des questions d'actualité importantes. L'idée, c'est de pouvoir analyser, décrypter et échanger sur des sujets qui peuvent vous intéresser. Mais j'insiste, pour cette fois-ci, nous allons aborder la question relative au rôle des médias dans les crises internationales. Comme vous le savez, on s'interroge énormément, à la fois sur le rôle de ces derniers. Est-ce que la presse joue pleinement son rôle? Les journalistes sont-ils susceptibles d'être instrumentalisés? Et enfin, les médias sont-ils capables de se remettre en question? Pour en parler, aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'accueillir sur ce plateau 4 éminentes personnalités de la presse et des médias. Monsieur Claude Issiard, que je salue amicalement, vous êtes PDG de Tropic FM et délégué interministériel pour l'égalité des chances des Français d'outre-mer. Là, on s'éloigne des médias. Mais écoutez, ça sert quand même. C'est un honneur que de vous recevoir parmi nous. Monsieur Vincent Hervouet, vous êtes journaliste à TF1 et LCI. Monsieur Ziad Limam, directeur de la publication du journal Afrique Magazine. C'est bien cela. Monsieur Francis Laloupeau, journaliste à Africa numéro 1. Chers téléspectateurs, vous avez la possibilité de pouvoir réagir en nous envoyant vos différentes réactions sur notre adresse mail débat@l'autrevérité.com. Vincent Hervouet, parlons du rôle des médias dans les crises internationales. Est-ce que vous pensez, entre nous, que le choix des sujets qui sont proposés aux téléspectateurs font l'objet de concertation préalable, ou est-ce que vous essayez de voir quel pourrait être l'impact éventuellement d'un tel sujet sur les opinions publiques? Non, je crois que dans une chaîne de télévision, on fait en permanence un peu de marketing, ça c'est certain. C'est-à-dire qu'on cherche quand même à savoir qu'est-ce qui intéresse aux téléspectateurs. Par ailleurs, on évalue les coûts. Il est plus simple de prendre un aller-retour pour Bruxelles pour aller suivre le Conseil européen que d'envoyer quelqu'un au petit bonheur la chance, avec tout son barda, avec un fixeur, dans des contrées sauvages, pour parler de guerre, que tout le monde passe à la trappe. Donc on fait en permanence des compromis. Et la question de l'intérêt du téléspectateur est évident. D'un autre côté, il est plus facile de raconter de cette manière le spectacle de la guerre, vu de loin, hein, que de rentrer dans le détail de ce qui s'est passé cette semaine à Bruxelles, dans l'espèce d'explosion d'une certaine forme d'Europe avec laquelle on vivait depuis très longtemps. Donc, il n'y a pas de réponse simple à la question que vous posez, je trouve. Mais les critères parce que vous venez d'évoquer des critères d'ordre, les moyens financiers, est-ce que c'est opportun ou pas d'envoyer quelqu'un, etc. Mais au-delà, est-ce que vous avez d'autres éléments d'appréciation qui vous permettent de dire que voilà, tel sujet, pour le coup, pourrait être plus porteur qu'un autre, fût-il lié à un événement à Bruxelles, puisque vous venez d'évoquer Non, mais l'exemple. dans tous les médias, vous-même, on se fait une certaine idée de l'intérêt que peut porter le téléspectateur au sujet. Je veux dire, il y a une attente qu'on essaie de deviner, mais on écrit en général, quand on est un journaliste, pour son rédacteur en chef, plus que pour ce lecteur imaginaire. C'est quelque chose d'assez compliqué. Il y a, en télévision, il y a une vérité qui est celle de l'audimat, hein, pour les chaînes hertziennes. On peut remarquer, minute par minute, finalement, dans le déroulé du journal, quand est-ce que le téléspectateur décroche. Donc, la loi de proximité s'impose à plein. C'est évident. La loi de proximité, c'est une loi très simple qui fait que vous êtes beaucoup plus sensible à ce qui se passe chez vous qu'à ce qui se passe au bout du monde. Si vous avez un mort sur votre palier, c'est un drame qui va vous toucher. Si vous en avez 10 dans la rue, dans le pâté de maison, ça vous touchera sans doute un peu moins. Et si vous en avez 1000 à l'autre bout de la planète, ce sera une certaine indifférence. Mais bon, donc on fait avec ça. Et il y a quelque chose, effectivement, de diabolique dans le fait d'ausculter en permanence l'auditoire, hein, et pour mesurer ses attentes et pour savoir qu'est-ce qui va lui plaire, c'est qu'on est évidemment poussé à lui offrir ce qu'il attend, et donc à être dans un spectacle et où l'information n'est plus qu'un événement, n'est plus que le traitement de ce qui excite, à peur ou apitoie le téléspectateur. Claude Issiard, l'équilibre
qu'il faut parfois observer entre le matraquage par rapport à un événement particulier et le fait qu'il y ait peut-être d'autres événements qui n'ont peut-être pas le même impact médiatique. Comment est-ce que vous arrivez à le concilier? Comment cet équilibre peut être maintenu? Alors ça me permet de faire suite aux propos de Vincent, parce que Vincent parlait de proximité, alors proximité géographique, mais on voit bien que la proximité, elle n'est pas que géographique, pour bon nombre de médias. Elle est également d'ordre culturel ou ethnique. On voit bien que les médias français, par exemple, couvrent plus facilement un événement en Australie, qui est pour le coup à l'autre bout du monde, qu'un événement qui se passe... alors même si l'Afrique, depuis à peu près 10 ans, est mieux couverte qu'auparavant, mais on voit bien que, pour certains pays d'Afrique, eh bien, il n'y a pas de couverture réelle médiatique ici dans l'Hexagone. On voit bien... C'est incompatible avec l'audimat, peut-être, comme le disait... Non, mais je crois qu'à un moment donné, vous savez, les journalistes, comme les médias, hein, on est le fruit aussi de la société dans laquelle on vit, de la culture dans laquelle on est, et du pouvoir politique aussi qui nous dirige. On voit bien que bon nombre de journalistes, le regard qu'ils ont donc sur l'Afrique, et j'ai vraiment volontairement envie de parler d'Afrique, le regard qu'ils ont sur l'Afrique est un regard qui est détaché, tout cela est très loin, et tout ça se nourrit, on va pas revenir sur les épisodes de l'esclavage et de la colonisation, mais on a un regard qui est autre, qui est différent sur l'Afrique que sur les autres pays d'Europe, et les autres pays occidentaux en règle générale. On voit bien, alors on est très loin du journalisme d'Albert Londres lorsque l'on voit la façon dont on aborde les choses. Je voudrais juste rappeler, puisque vous parlez, c'est la question aussi que vous abordez pour cette émission, c'est-à-dire sur le regard que l'on peut avoir, le rôle des médias, informent-ils suffisamment leurs téléspectateurs, leur lectorat, et c'est vrai, on voit bien par exemple que le poids politique est très fort. On l'a vu sur la crise ivoirienne, dans le traitement de l'information, et les médias, malheureusement, que ce soit Radio France Internationale, maison à laquelle j'appartiens, ou les chaînes publiques ou les chaînes privées françaises, on voit bien que la lecture est différente. On voit bien aujourd'hui, avec le recul de l'histoire, sur le Biafra par exemple, on sait aujourd'hui qu'il y a eu une véritable manipulation de l'opinion publique française sur l'affaire du Biafra. Il y aurait un parti pris en fait sur la manière dont l'information... Moi je ne crois pas à aucun moment, il y a toujours une barrière, je ne crois pas à une sorte c'est horrible, je pense que vous allez très mal vivre ce que je vais dire, mais je ne crois pas qu'il y ait une possibilité pour les journalistes d'avoir une liberté totale de traiter un sujet comme il le ressent lui ou comme il le vivrait. Je ne suis pas sûr. Je pense qu'à un moment donné, il y a ou la pression du positionnement de son média ou de ce qu'on appelle la réelle politique, qui fait qu'il y a des choses que l'on ne dit pas, que l'on ne traite pas. 2005-2006, sur la crise ivoirienne, il y a des informations auxquelles j'ai eu accès, et lorsque j'ai essayé d'alerter certains médias sur ce qui se jouait, eh bien, toutes les portes étaient fermées. Nous y reviendrons. Oui, dites-moi. À mon avis, le problème, le prisme, c'est que si on part du principe que les médias fonctionnent parfaitement dans un monde parfait, forcément, c'est tout à fait déprimant. Les médias font partie de sociétés politiques et économiques, ils sont influencés par les pouvoirs d'argent, ils sont influencés par les pouvoirs politiques, ils essaient eux-mêmes de survivre, parce qu'il ne faut pas oublier aussi que la plupart du temps, c'est des entreprises. Donc leurs intérêts d'entreprise en tant que médias sont aussi importants que l'intérêt éditorial. Donc tout ça est très très compliqué. Et je pense que la réalité de Paris n'est pas la réalité de Kinshasa, n'est pas la réalité de New York, n'est pas la réalité de Londres. On a toujours tendance à penser qu'on est informé par les médias européens ou les médias américains. Mais pourquoi on serait informé que par les médias européens et américains? Pourquoi il n'y a pas plus de médias en Afrique? Pourquoi on ne crée pas des radios, des télévisions, etc. Parce que ce qui fait... Non, parce que c'est pauvre, parce que pour monter une télé, il faut beaucoup d'argent, il faut une certaine maturité professionnelle, etc. Donc tout ça est un processus lent et compliqué. Et ce qui permet de limiter ce que dit Claudie, c'est la diversité des médias. Si vous n'écoutez, excusez-moi Vincent, que LCI, ou que TF1 ou que France 2, vous aurez une vision franco-centrée du monde à un jour X. Mais si vous écoutez France 2, TF1, LCI, et si vous regardez un petit œil sur CNN, et si vous allez jeter un petit coup d'œil sur ce qui se fait à Kinshasa ou à Abidjan, il y aura forcément de la diversité. Donc ça veut dire que par rapport à ce que disait Vincent Hervouet, est-ce que la course à l'audimat, j'espère que je ne trahis pas, est-ce que ça c'est déjà un élément qui induit nécessairement
une manipulation de l'information. Non, c'est pas une manipulation. Ou le fait qu'il faille, par exemple, privilégier tel ou tel sujet. Non, mais moi, par exemple, dans le magazine que je fais, qui est un magazine panafricain, il est clair qu'il y a des pays, quand je fais la couverture, je vends plus globalement que si je traite un sujet peut-être plus important. Par exemple, les lecteurs sur les panafricains détestent les sujets de société type médicaux, type sida, type... Parce que ça les rejette, j'en sais rien, moi. C'est pas moi qui suis le lecteur. Je sais simplement que le sujet repousse le lecteur. Il n'a pas envie d'être confronté à ça. Donc c'est peut-être un sujet très important aujourd'hui de parler du sida, d'où on en est, de la progression, du recul, etc. Mais, excusez-moi du mot en français, ça les emmerde. Donc moi, je peux le traiter, mais je suis aussi une entreprise. Et donc à un moment, je me dis, qu'est-ce qui va faire que le deuxième message, qui peut être le sida, soit porté par un premier message qui soit plus fédérateur, plus vendeur, etc. Donc on l'aura compris, il y a des considérations autres, si je peux m'exprimer ainsi. Francis que la pure vérité, oui. Francis Leroux, le rôle de la presse, est-ce que son rôle est joué pleinement? Est-ce que, bon, voilà, par rapport à ce qu'on vient de se dire, c'est des choses acceptables ou pas? Je crois que la question qui se pose surtout, c'est la responsabilité des médias dans une situation de crise. Hein. C'est bien ça, je pense, le sujet. Et le comportement des journalistes dans une situation de crise qui n'est certainement pas le même que dans une situation, je dirais, ordinaire. Vous m'avez présenté comme journaliste de radio, mais je suis quand même surtout un journaliste de presse écrite. Et puis j'enseigne. J'enseigne dans une école de journalisme et mes étudiants me posent souvent la question de savoir si on traite l'information de la même façon selon qu'on va faire un reportage à Ris-Orangis que quand on est au Burundi ou dans le cercle infernal de la crise en Côte d'Ivoire. Eh bien non. Mais non, Claudie parlait de liberté restreinte. Je pense que ce n'est pas une question de liberté, c'est une question de responsabilité, essentiellement. C'est-à-dire que chaque mot que l'on emploie dans une situation de crise a une telle amplification qui n'est pas la même que quand on est dans un reportage ordinaire, par exemple, sur le périphérique ouest de Paris. Hein. Sur la crise ivoirienne notamment, on a remarqué que cette crise a été décrite pendant plusieurs années, dans les médias français notamment, comme étant l'opposition entre le Nord et le Sud, entre musulmans et chrétiens. On sait très bien que la situation était beaucoup plus compliquée et que surtout ce n'était pas ça du tout. Et que dans le nord de la Côte d'Ivoire, il y a autant peut-être de chrétiens que de musulmans et que dans le sud, il y en a autant. Et que réduire, par exemple, une crise à ce prisme-là a des conséquences forcément parce que ça projette également, je dirais, sur cette crise une certaine vision et ça conditionne aussi le comportement à la fois des journalistes, mais des diplomates également, des médiateurs, et aussi les modes, les protocoles, ça influe sur le protocole de résolution de ces crises-là. Donc ce n'est pas banal. L'information a été quand même prise à la source, je veux dire, indépendamment non, de l'information. C'est une interprétation simplificatrice de l'information pour peut-être, partant de mon intention, la faire mieux comprendre, la fait mieux saisir à un lecteur ou à un auditeur, un téléspectateur français. Mais je veux dire, cette réduction de l'information, à l'arrivée, a quand même une conséquence. C'est un choix éditorial. C'est un choix de journaliste que de présenter les choses ainsi. Le lecteur serait conditionné d'une certaine manière. On peut conditionner. Vous savez, il y a quelques jours, j'étais à Addis Abeba et l'Union africaine a pris conscience de cela et a réuni des journalistes justement pour que les journalistes africains puissent être associés à la réflexion et au traitement, à la réflexion sur les crises, au traitement des crises. On s'est rendu compte, par exemple, qu'une des crises les plus sérieuses actuellement sur le continent, la guerre en Somalie, était la crise la moins traitée par les médias panafricains et africains en général, et même par les médias internationaux. Il y a une ou deux agences, Reuters, l'AFP éventuellement, qui sont sur place, parce que le contexte somalien est très particulier, parce qu'un journaliste ne peut pas aujourd'hui prendre son barda, aller à l'aéroport, prendre un billet d'avion et aller en Somalie couvrir la guerre en Somalie. C'est l'inaccessibilité à la Il Somalie risquerait simplement d'être abattu dès qu'il sera à l'aéroport. Donc il faut être accompagné, il faut être embedded, comme on dit, il faut être dans un char, il faut être accompagné par les soldats de la force d'interposition des soldats de l'Union africaine ou de l'ONU, etc., pour pouvoir couvrir. Donc il y a une difficulté à cela. Cela signifie que tout ce qu'on peut dire aujourd'hui sur la Somalie notamment, est forcément, je veux dire, sujet à caution, puisqu'il n'y a pas de journalistes sur place pour couvrir. Donc nous passons déjà par un filtre qui interprète le conflit. Alors pour finir, je dirais simplement pour l'instant, pour dire que la question qui se pose essentiellement pour nous, et pour mes étudiants, c'est quel est le comportement du journaliste en situation de crise. Est-ce qu'il a investi une responsabilité particulière ? Il ne s'agit pas de censure, il ne s'agit pas de restreindre sa liberté, il s'agit simplement de dire qu'on n'écrit pas, en situation de crise, on ne dit pas les choses en situation de crise, ou alors on en a sur responsabilité comme on le ferait dans une situation ordinaire. Donc ça veut dire quelque part que le journaliste
puisque vous parlez de responsabilité, a quand même un devoir de réserve, finalement, indépendamment du fait que... Un devoir de responsabilité, c'est-à-dire qu'il est associé à une crise et il reçoit il reçoit des consignes de la part du rédacteur en chef. n'a pas l'air d'accord. Oui. Non, je suis d'accord, parce que les problèmes ne se posent pas comme ça. Moi, en tant que reporter, j'ai couvert une douzaine à peu près de crises graves, de guerres ou de coups d'État, ce genre de choses. Dans ces conditions-là, on ne cherche pas à savoir quelle est la ligne éditoriale, quelles sont les préférences de votre actionnaire ou de votre rédacteur en chef. Ce dont on se soucie, c'est d'arriver à collecter l'information, à la vérifier un minimum et surtout à la transmettre. C'est-à-dire de trouver, moi je me rappelle d'avoir interviewé Arafat et Béchir Gemayel et avoir suivi le départ de la dive avec la Légion étrangère d'Arafat vers la Tunisie et de n'avoir jamais trouvé dans les 24 heures qui suivaient un téléx pour envoyer au journal qui m'employait les interviews des deux hommes et le reportage sur cette journée décisive, parce qu'il se trouve que le quotidien pour lequel je travaillais avait déménagé ce week-end-là, c'était terrible, et donc on n'a jamais réussi à envoyer. Je peux vous assurer que c'était véritablement ça le drame, plus que la qualité des adjectifs ou le sentiment que pouvait avoir Philippe Tesson à l'espèce sur la question israélo-palestinienne. Donc les problèmes... Une vigilance particulière quand même pour les journalistes. Non, il y a un exemple, il y a un seul. Pardonnez-moi. Je vois que vous ne serez pas d'accord, bon, on a bien compris. Donc. Vous avez tout à fait raison dans un cas, il y a un cas où je crois qu'il y a véritablement de la part des journalistes une sorte d'autocensure qui est active, qui est consciente, c'est dans les histoires de prise d'otages. D'ailleurs, ce n'est pas systématique. La semaine dernière, on a pu lire dans un quotidien parisien sur deux personnalités sur deux types qui avaient été pris en otage, une espèce de portrait qui était hasardeux, qui en tout cas les mettait en danger par rapport à leurs ravisseurs. Donc, ce qui montre que cette responsabilité que peuvent avoir les journalistes, on s'en affranchit assez facilement. Ce qui ne veut pas dire que dans les conflits en général, les journalistes soient totalement libres de ce qu'ils racontent. Moi, ce qui me stupéfie le plus, c'est l'unanimisme, c'est le panurgisme, c'est l'impression de batailler en étant dans le camp du bien. Oui. Ça, c'est quelque chose de redoutable. Il y a la paresse, qui est toujours un véritable handicap professionnel, mais il y a surtout le sentiment de vouloir être à tout prix de souffler dans le sens du vent et d'être avec la meute. Et ça, c'est redoutable, parce que, évidemment, ça donne des conflits, une espèce d'image qui est complètement irréelle. On a des conflits Potemkin comme ça, on a des guerres qui sont... alors, pendant le moment où l'événement est très fort, il est couvert que d'un seul côté en général, que d'un seul côté. Il n'y avait personne avec les troupes royalistes en Libye. Il n'y avait personne avec... Non, mais c'est une chose importante. Toujours, oui. Non, on va s'en terminer. Non, je veux dire, donc on suit le conflit. Autrefois, les journalistes plantaient leur bivouac et ils restaient d'un côté de la guerre. Parfois, ils traversaient, mais c'était rare. Ils étaient avec le Viet Minh, ils étaient avec les Américains au Vietnam. Et puis, ils restaient là, ils prenaient leurs habitudes, ils y restaient pour des mois et des mois. Aujourd'hui, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. D'aller chercher l'information. Les journalistes télévisés, ils restent quelques jours. Parce que vous n'êtes pas encore arrivé à Roissy, vous avez déjà amorti le prix de votre JRI, le prix de votre caméra, vous en avez déjà pour 10 000 € avant même d'être monté dans l'avion. Donc, autant vous dire qu'on fait des voyages très courts, très courts. Je pense que plus tard dans ce débat, on va pouvoir aborder la dimension économique. Je trouve que l'exemple du conflit israélo-palestinien est le meilleur exemple. Car vous parliez justement de suivisme, d'être dans le bien, on est dans le camp du bien, de la pensée comme ça, la vérité en tant que panacée offerte à l'ensemble du public, en règle générale. Et c'est vrai qu'on voit bien que sur cette histoire-là, les journalistes savent bien que sur le conflit israélo-palestinien, vous avez, alors même si ce n'est pas aussi manichéen que cela, mais quand même, on sait bien qu'il y a, on l'a vu sur la dernière, ce que j'appelle une guerre, moi, contre Gaza, où pour la première fois dans l'histoire des combats, les populations civiles ne pouvaient pas fuir la zone de combat, puisque les bombardements étaient sur l'intégralité. Non. Et le propos des journalistes et des médias, je trouve, occidentaux, et avec le suivisme des médias aussi en Afrique, très clairement, était de dire, de couvrir cette guerre-là comme une guerre comme une autre, alors qu'il y a là, pour moi, de la part de l'État israélien, et j'aurais aimé que des journalistes le disent, que cette guerre soit traitée autrement, il y avait là
quelque chose qui relève des crimes de guerre. Un moment, Ziad Limam, Je suis un moment. Si on reprend l'exemple de Gaza, il y a eu des contre-opinions. Il y avait El Jazeera, il y avait El Jazeera en arabe, en anglais, il y avait les blogueurs, il y avait les Twitter, il y avait les gens qui étaient sur place, etc. C'est-à-dire qu'il ne faut pas regarder le monde de l'info, encore une fois, comme un espèce de canal unique. Parce qu'on ne lit pas l'arabe, on est très mal informé sur le monde arabe. Mais ceux qui lisent l'arabe ou ceux qui suivent les affaires en arabe sont mieux informés de ce qui se passe dans le monde arabe. Ceux qui regardent leur ordinateur, par exemple, pour lire les blogs des gens sur place, sont informés. Donc il faut ouvrir la porte à la diversité. Le problème, c'est que si on se focalise, encore une fois, excusez-moi Vincent, sur TF1, LCI, France 2, ou sur CNN, ou sur BBC, on a une vision unique, cette vision-là du monde. Mais vous regardez El Jazeera en anglais, par exemple, qui est un exemple, parce qu'eux, ils ont décidé de sortir de l'arabe et de parler en anglais à l'opinion générale, ils présentent une autre vision du monde. De la même manière, on observe... Oui. Sortir justement de la guerre du Golfe, parce que je trouve que depuis la guerre du Golfe, au 91, depuis cette guerre du Golfe, je veux dire, pour moi, la classe médiatique occidentale, très clairement, puisque le reste des médias en Afrique ou ailleurs ne comptait pas, en tout cas jusque-là, c'est décrédibilisé. Véritablement. Temps, et Al Jazeera, et la création d'Al Jazeera, c'est ça. Dans le traitement de l'information, Moi, j'étais en Libye, par exemple. J'étais à Tripoli. À l'époque déjà, Attendez une seconde, juste une seconde. Attendez. En 91 déjà, puisque vous en parlez, on a pu voir également que la plupart des médias... Non, mais c'est important parce qu'à l'époque... Al Jazeera ou d'autres médias, c'est l'autre vérité, l'autre regard. Ce qui se passait... Non, mais parce qu'en fait, la plupart des médias reprenaient des informations qui venaient de CNN, par exemple. Aujourd'hui, lorsque vous voulez vous tenir informé de ce qui se passe dans le monde arabe, vous avez... Oui, mais aujourd'hui, on a le même phénomène avec Al Jazeera, où la plupart des grands médias vont s'approvisionner, alors pour le coup, soit en information, soit en images, pour essayer de traiter cette information. Il n'y a pas de vérité unique. On est bien d'accord. Quand je parle des médias français, ça ne veut pas dire que ce qu'ils disent est faux. Ça veut dire que c'est l'absorption d'une information par des journalistes français, des organisations françaises qui ont leur propre regard sur le monde, qui est pas forcément mauvais. On va apprendre critique à l'intérieur d'une rédaction comme France 2 ou comme TF1 qu'à l'intérieur d'Al Jazeera. J'ai suivi Al Jazeera heure par heure pendant quelques jours pendant la guerre en Libye. Je dois avouer que je suis resté absolument sidéré par le nombre de cuirs, le nombre de désinformations, le nombre de cas patents de manipulation de l'opinion, par le nombre de mensonges éhontés répétés pendant des heures par cette chaîne qui, à l'époque, menait un combat contre Kadhafi et qui, tout honte but, j'ai vu des confrères que je ne connais pas d'Al Jazeera, débiter un nombre d'âneries qui est absolument sidérant. Instrumentalisé, nous aussi. Ah oui, instrumentalisé. Nos médias aussi. Francis visiblement. Nos médias aussi. Je n'ai jamais entendu, j'ai jamais pris. Alors, on peut prendre en flagrant délit des grands médias français qui se sont aveuglés, des confrères même qui ont peut-être été légers ou stipendiés, mais en général, ça ne dure pas très longtemps. Oui. Quand vous jouez à ce petit jeu à l'intérieur d'une rédaction, vous êtes vite repéré, dénoncé et vous êtes vite soit dégradé, soit dégagé. Hein, donc, il y a une capacité d'autocontrôle des médias en France qui, c'est pas une question de vertu, c'est juste une question que la haine journalistique, du moins, la haine des journalistes est journalistique, les journalistes s'épient les uns les autres au nom de cette confraternité qui n'est souvent qu'une haine vigilante. Et c'est plutôt une bonne chose. J'insiste encore sur le lien entre le journaliste et le lecteur et le public. Et cette obligation, je dirais, cette responsabilité du journaliste vis-à-vis du public. Là, on a parlé de la média de l'intérieur, mais je voulais insister à nouveau sur ce que Vincent appelait le suivisme tout à l'heure, et même une certaine paresse. Je crois que la pire chose qui menace les journalistes en général, c'est ce qu'on peut appeler les éléments de langage. On reproche ça souvent aux politiques, mais aujourd'hui aussi, les journalistes fonctionnent avec des éléments de langage. On l'a vu, on parlait tout à l'heure de la crise ivoirienne. C'est vrai que réduire la crise ivoirienne à un moment donné à une opposition entre musulmans et chrétiens, c'est un élément de langage. C'est peut-être venu d'une source. Ensuite, tout le monde a repris. Tout le monde a repris ça systématiquement. Vous avez vraiment eu l'impression de lire la crise ivoirienne comme un affrontement entre chrétiens et systématiquement, c'était réduit comme ça. Et pas plus tard qu'hier, concernant la situation. Il y a quand même à boire et à manger dans les informations qui sont tout de même diffusées. Sur la diversité telle que Ziad évidemment en parlait, mais insistons, on parle de ce qui ne va pas. Oui, tout à fait. D'accord. Et pas plus tard qu'hier, par exemple, j'entendais, par exemple, sur une chaîne en France,
un commentaire très avisé, enfin présenté comme tel, sur la situation en RDC. Au lendemain, quelques heures après l'annonce des résultats en RDC. Et le commentateur commence comme ça. Et ce sont des éléments de langage qui fonctionnent parce que ça parle aux gens. Ce sont des clichés, effectivement, qui fonctionnent dans l'imaginaire collectif. Il dit, les chefs de guerre sont de retour en RDC. Alors, je veux dire que c'est une information absolument tronquée. Kabila n'est pas un chef de guerre, c'est un président de la République. Tshisekedi n'est pas un chef de guerre non plus. Et puis, on n'est pas dans une situation de chefferie de guerre, enfin. On est dans une situation de conflit éventuellement post-électoral. Les chefs de guerre sont de retour. Ce sont des clichés très forts. Alors, c'est quoi? C'est de discréditer les acteurs? Qu'est-ce qui justifie une telle démarche? Je crois que nous ne sommes pas à l'abri de ça. Je crois que nous tous, nous avons nos éléments de langage. Nous avons des publics, hein. Nous avons des clichés, nous avons des mots qui sont des mots cibles en quelque sorte, qui fonctionnent et qui parlent à l'imaginaire du lecteur. Au mépris de la vérité. Mais je crois qu'il ne faut simplement pas, il faut pas ignorer l'effet que ça peut produire et parfois des dégâts que ça peut produire dans l'interprétation que l'on a d'un conflit. Parce qu'un conflit, par exemple, un conflit essentiellement, c'est fait pour être résolu. Et quand on doit résoudre un conflit, on parle effectivement des éléments constitutifs du conflit, y compris ce qu'ont écrit et dit là-dessus les journalistes. Et c'est en fonction de ça qu'à l'arrivée des médiateurs, arrivent ou pas à résoudre un conflit. Oui, avant que d'ici, j'avais juste une question pour Ziad Limam. Je voulais aborder la question, toujours dans des publi-reportages par exemple. Bon, là, parce qu'on a parlé effectivement parfois de connivence, parfois de complaisance, mais là, pour le coup, est-ce qu'on peut considérer que le travail journalistique peut être, on va dire, sujet à caution à partir du moment où un pays ou des intérêts particuliers font l'objet d'un publi-reportage? Dès le début, on peut voter pour un monde vertueux sans publicité. Il n'y aura plus de médias. Au moins, ça sera clair. Vous aurez que les agences type Novosti de l'époque soviétique qui vous diront la vérité officielle. C'est un cercle vicieux. Non, ce n'est pas un cercle vicieux. Encore une fois, les entreprises sont les médias sont des entreprises, donc elles ont besoin d'avoir des annonceurs, d'avoir des publi-reportages, d'avoir etc. Ce qui fait un bon média, c'est sa capacité justement à arbitrer entre ses intérêts économiques et ses intérêts de machine à produire du contenu. Moi, je prends des publi-reportages là où je peux en trouver en Afrique. Ça ne m'empêche pas de considérer que ce que je fais est du bon travail. Si je n'ai pas les publi-reportages, il n'y a plus d'Afrique Magazine. Donc c'est simple. Mais vous prenez par exemple les très grands annonceurs dans les pays riches. Vous prenez par exemple l'industrie du luxe qui dépense je ne sais combien de milliards de promotions, l'industrie automobile qui dépense, je sais, les chaînes européennes, parce qu'on ne parle que des télés là, mais il y a les journaux, il y a les radios, il y a tout le monde médiatique dépend de cet argent-là. Tout le talent des patrons de presse et des journalistes et des directeurs de la rédaction, etc., c'est de naviguer dans ce monde compliqué qui fait que Francis peut faire une émission sur Africa numéro 1 et que par ailleurs, il y a des gens qui vont prendre de la pub sur Africa.